Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui manque pour qu'on trouve enfin une solution assez radicale et tout? Mais qu'est-ce qui se passe? La loi de programmation militaire, on doit voter cela. Je me pose la question pourquoi ça traîne. Entre États, la règle est d'abord la force. Saluer la mémoire du colonel Mamadou Ndala, qui était arrivé, qui avait mis fin au M23. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, recours à la force ou à la diplomatie, le point avec Pascal Kambala. Merci beaucoup pour ces sujets très intéressants. Vous savez, nul n'ignore que la guerre à l'est du pays c'est le reflet de beaucoup d'enjeux par rapport à notre pays. Figurez-vous, vous êtes seul à votre maison, directement il y a des gens qui vous attaquent. C'est-à-dire que vous représentez beaucoup d'intérêts pour ces gens-là. Et c'est ça l'exemple que je peux donner par rapport à notre pays. Et quand vous voyez cette guerre, il y a des mouvements, des forces négatives. Entre autres, il y a des ADF Nalou qui ont plus de 20 ans. Il y a les forces négatives, ils sont nombreux, les Codeco, ils sont nombreux. Mais avant d'entamer le fond de notre sujet, mes remerciements à tous les militaires et à tous les hommes et femmes qui sont dans la sécurité pour protéger notre pays. C'est le seul endroit, c'est la seule activité où il y a des gens qui ont prêté serment pour mourir pour les autres. Ce sont des bons chrétiens. Donc, un esprit pascal. C'est-à-dire que les militaires ont un esprit pascal, mourir pour les autres. Et c'est le seul, ce n'est pas les députés, les sénateurs, non plus les membres du gouvernement. Seul le militaire, les hommes de sécurité ont prêté serment de mourir pour les autres, pour défendre les biens, la nation, les territoires, notre territoire. Donc, à ce sujet, il faut plus d'égard à l'égard des militaires. Si nous sommes en paix, c'est grâce aux militaires. Si nous sommes en paix, nous circulons, c'est grâce non seulement aux militaires, aux policiers, aux agents de services de sécurité. Donc, moi je trouve mal, à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas d'effort pour davantage qu'on ait une armée à la taille de notre pays. Je sais que le Congo est confronté à beaucoup de choses, mais le peu que l'armée donne déjà, ça va, félicitations. Parce que nous avons commencé à comprendre qu'une armée déterminée arrive toujours à vaincre l'ennemi. Et on ne peut pas s'attaquer à une république. Donc aujourd'hui, j'appelle le gouvernement à faire adopter au sein du Conseil des ministres, je ne sais pas s'ils l'ont encore fait, la loi de programmation militaire. C'est pour arriver à fixer les orientations sur la défense nationale. 1. Les équipements, les moyens financiers, le nombre de militaires. Parce que la guerre à l'Est, moi je ne peux pas comprendre que cette guerre ne se termine pas avec notre armée. Là, il y a de vrais problèmes. Et quand le chef de l'État est arrivé à dire qu'il y a la mafia au sein de l'armée, je me suis dit, mais qui va encore nous défendre? Mais le peu de militaires nationalistes qui arrivent à défendre notre pays, bravo, coup de chapeau. Mais aussi, il y a beaucoup de choses dans l'armée qu'il faudra corriger. Bien que l'armée, ça touche à la sécurité, on ne peut pas tout dire. Mais il y a un grand élément, il faut que davantage on mette des moyens, qu'on forme nos militaires, qu'ils soient bien payés. Vous savez, j'ai fait voir à quelqu'un, mes excuses, une petite digression, il dit, biso foutre la biso mabé, trop ça la greffe. Mais bon, et les militaires? Que diront les militaires et les policiers? Donc, il faut comprendre, il y a une catégorie de gens, peu importe leur salaire, ils ont dit, nous allons nous battre pour défendre notre pays. Donc, par rapport à la diplomatie ou à la force, les deux doivent être utilisés. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Un groupe de gens se réveille et s'attaque à votre pays et que vous dites, il faut privilégier la diplomatie. Non, il faut tout d'abord imposer la paix tout en vous demandant de déposer les armes. Et j'apprécie déjà ce matin, depuis 3 heures, quand je suis les informations, j'apprends les groupes armés, les forces négatives, ils ont accepté le plan de DDR. Mais il ne faut pas qu'on puisse commettre encore cette erreur-là. Que Moutaouti na rébellion, Abimina gangster, on vient ici, amnistie. Non. Kaka Bango, Azuminduki, Abomi Batu, amnistie. C'est pas normal. C'est une injustice au niveau de la société. Et
on ne doit pas accepter les gens qui viennent des groupes rebelles, intégrés armés. Ils doivent revenir à la vie civile et aussi à la DEMIAP, de détecter qui est militaire, qui ne l'est pas, qui est congolais, qui ne l'est pas. Parce qu'on dit toujours notre armée est infiltrée. Non, mais on doit aller de l'avant, trouver qui est véritablement congolais et militaire. Très bien. Merci Pascal Kambala. On comprend en même temps qu'il est surtout délicat de parler de cette situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, surtout que le pourparler se poursuit au niveau de Nairobi. Alors, Joël Villou. Oui, madame. Merci. Entre recours à la force ou à la diplomatie? Exactement. Par rapport à la thématique, excusez-moi, je vais commencer par une citation d'un auteur que j'aime bien, le général Sun Tzu, dans son livre « L'art de la guerre ». Il dit ceci: « La guerre est la grande affaire des nations. Elle est le lieu où se décide la vie et la mort. Elle est la voie de la survie ou de la disparition. » On parle de la guerre à l'est de notre pays. Une guerre qui date plus de 25 ans. Ouais. D'où vient cette guerre? D'où viennent ces histoires? Parce qu'avant tout ça, c'est vrai qu'on a connu des histoires, mais pas dans telle situation. Et si je peux un peu parler d'une petite histoire liée à cette guerre, et que en 1994, quand il y a eu le génocide au Rwanda, et il y a eu l'affrontement entre les Hutus et les Tutsis et les Hutus, et je pense que c'est les Tutsis qui se sont réfugiés, parce que Mobutu, à un moment, il avait refusé d'ouvrir les frontières. Et l'Organisation des Nations Unies a demandé au président Mobutu d'ouvrir les frontières pour que ces gens-là entrent, parce qu'il y avait affrontement à l'Est. Et Mobutu a accepté, on a donné l'accès à ces gens d'accéder à notre territoire. Et puis, après un temps, il y aura la fin de la guerre froide. Et Mobutu sera rejeté par des Américains qui les soutenaient, et Mobutu deviendra faible. Et Mobutu, quand il est faible, et ces gens-là profitent. Ils vont créer ce qu'on appelle l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Ils vont dire qu'ils vont faire ce qu'on appelle les représailles, les vengeances. Et ils veulent libérer le Congo. C'est-à-dire, dans ces mouvements-là, 80%, ce n'étaient pas des Congolais, c'était des étrangers, notamment des réfugiés de cette guerre-là. Et 20%, c'était des Congolais. Ils ont reçu leur coup, ils ont mis Mobutu d'ailleurs, ils ont eu les pouvoirs. C'est-à-dire, les Congolais et ces étrangers. Mais aussi, dans ces contextes-là, quand ils ont eu le pouvoir, il y a eu des mouvements au niveau interne ici qui ont dit au président Mouzé que c'est une erreur grave, ce sont des étrangers, ils doivent rentrer chez eux. Et Mouzé a compris la leçon, il a dit non, vous devez rentrer chez vous. C'est de là où on commence les problèmes. C'est là le nez du problème. Vous devez rentrer chez vous. Et ils devaient rentrer chez eux, ils ont refusé. Mais on vous a accepté ici, vous devez rentrer, c'est pas chez vous. Ils ont refusé. Or, on a commencé par créer des mouvements, ces mouvements soutenus par des pays limitrophes de la RD Congo. Malheureusement. Ah oui, le président de la République. Le président de la République même l'a dit dernièrement malheureusement, dans son discours. Nous sommes africains et avec notre éducation, nous savons que on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Mais dommage, et en tout cas, nous constatons avec douleur au cœur que ça fait des années aujourd'hui, quand bien même que après l'implantation même, on va dire, du mécanisme national de suivi qui est censé lutter, en tout cas, promouvoir, on va dire, faire de son mieux afin que la paix revienne dans la partie est aussi, dans le pays de sous-région de Grand Lac. Mais ça continue. Exactement. Et le comble, c'est que c'est par moments les pays voisins qui sont à la base de tout ça, qui soutiennent, qui financent. Malheureusement, après cet aperçu historique, en fait, pour revenir à la thématique, entre la force et la diplomatie, comme le disait le vieux, donc c'est complémentaire. C'est-à-dire, dans une relation étatique, parce que quand on parle de la force, c'est le fait de faire accepter votre souveraineté. Et on est État si et seulement si on a la capacité d'être un État. Et on est État si on a une armée. Parce qu'en français même, on dit, il y a même un adage qui dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire, la paix, le prix de la paix n'est que la préparation de la guerre. Si vous voulez avoir la paix,
vous devez être prêts pour la guerre. Et on le voit, il y a les exemples criants, même récemment, entre la Russie et l'Ukraine. Si la Russie fait la guerre à l'Ukraine, parce que la Russie veut garantir la paix, le président russe veut garantir la paix à la Russie. C'est comme ça. Si les Américains ils font la guerre chez autrui, c'est pour garantir la paix aux Américains, bien aux États-Unis d'Amérique. Et nous aussi, avant d'entamer des procédures diplomatiques, parce que la diplomatie renvoie aux relations entre États. Et cette relation doit se baser sur un rapport de force. Parce qu'on dit entre États, il n'y a qu'un rapport de force. On n'est pas amis. Vous voyez, aujourd'hui, on peut décrire pour dire que l'Ouganda, le Rwanda, c'est vrai, ça nous fait mal. Ce sont nos frères africains. Mais c'est un État. Et un État, c'est d'abord les intérêts qui priment. On n'a pas une relation religieuse, d'une relation amicale où on dira l'autre, tu as mal fait, non, tu n'es pas mon ami. Non, entre les États, on n'est pas amis, il y a des intérêts qui priment. Maintenant, pour valoriser ces intérêts, il faut d'abord, du point de vue interne, qu'on puisse avoir une force qui affirme, mais qui défend nos intérêts. Et après cela, on aura une relation diplomatique. Regardez quand les États, des grandes puissances se rencontrent, la Chine et les États-Unis d'Amérique. Oui, il y a un rapport de force. Mais ici, chez nous, vous verrez que tout un continent sera reçu par un président français. Non, on nous diminue. Oui, mais vous ne verrez jamais tout un continent de l'Amérique reçu par un président français. Ouais. Et c'est là qu'on doit se confier. Pour entrer vivement dans la thématique, pour la République démocratique du Congo, la chose la plus importante, c'est d'abord arranger au niveau interne, affirmer une force étatique. Tout à l'heure, on parlait des soldats, des traitements des soldats. Moi, je dis, il n'y a pas de gens qui méritent mieux que nos militaires. Il n'y en a pas. Madame, je vais vous donner une histoire, c'est un peu triste quand j'étais étudiant à l'université. C'est une petite parenthèse. Là où on mangeait des histoires de spaghettis, tout ça, parce que l'UPC, c'est juste en face du camp Kokolo. Il y avait un enfant, les enfants des camps Kokolo, qui, quand on mange des spaghettis, tout ça, il vient ramasser ce qui reste. Ouais. Et il y avait un enfant qui avait des handicaps. Et cet enfant, quand on a fini nos histoires, il a ramassé. On a dit non, pourquoi tu as ramassé? Mais toi, on va t'acheter quelque chose. Tu vas manger ici. Et on l'a acheté, il a pris un chassé, il l'a mis. Il a dit, pourquoi il faut manger ici là-bas, on va te ravir. Non, en partant, les autres, comme lui, il était handicapé, il boitait un peu, les autres ont pris ses chassés, il pleurait. On l'a encore appelé. Mais toi, maintenant, tu vois, on t'avait dit quoi? Et il nous fait comprendre que je ne peux pas manger ici. Je dis, pourquoi tu ne peux pas manger ici? Et parce que ce que je ramasse ici, je mange avec mes frères. Oh là là. Et ces frères qui sont les enfants des militaires. Donc, le seul péché de ces papas-là, c'est d'accepter de servir cette nation. Et j'étais là, excusez-moi, mais je n'ai pas pu maîtriser mes larmes. Mais pendant ces moments, on a eu un ministre dont son cortège représentait pratiquement 100 000 balles. Plus de 10 jeeps, 20 jeeps, on a des gens qui volent de l'argent. Donc, l'action, vous voulez que l'État soit fort. Mais regardez les traitements de l'armée. Regardez comment on traite nos soldats. Et une petite moment, je vais chuter par là encore, madame. Un jour, j'étais dans les embouteillages. J'ai vu un général qui était juste à côté de moi. Il y avait des roulages qui faisaient des histoires de tracasseries. Et j'ai dit, général, mais ces histoires, ça va prendre fin quand? Il me dit, mon fils, on connaît tout ça. Mais les jours où on va interdire ces gens de ne plus faire, vous verrez l'insécurité qui va régner. Parce qu'avec ce qu'on paie à ces gens, ils ne sont pas capables même de payer des frais, même de payer la maison. Donc, si on veut s'affirmer, si on veut garantir une stabilité en aire de Congo, la première des choses est de veiller à la sécurité. La sécurité, c'est d'abord l'armée, les services de renseignement et la police. Tant que ces institutions seront malades, notre pays sera faible. Très bien. Prince Nito, recours à la force ou à la diplomatie? Merci beaucoup, cher Bénédicte, pour la parole. Je voudrais parler ici en tant que Congolais, mais aussi en tant que ressortissant de là, originaire de la partie est de la République. Depuis nos bas âges, nous avons grandi dans la guerre. En fait, nous sommes nés dans la guerre, nous avons grandi dans la guerre, et bien qu'aujourd'hui étant résident à Kinshasa, mais la guerre, elle continue à se poursuivre. Et aujourd'hui, nous devenons parents, et nos enfants naissent dans la guerre, on ne sait pas jusqu'à quand cette situation va prendre fin. Comprendre la question de l'insécurité à l'Est, c'est vraiment très complexe. De nos jours, on parle de plus de 100 groupes armés qui déstabilisent la République, l'Est de la République. Et vous verrez,
que chaque groupe a un certain nombre de revendications. Vous avez certains groupes, je vais donner un ou deux exemples. Certains groupes, ce sont des groupes armés qui se sont formés pour des fins d'autodéfense. Parce qu'il y a eu occupation des éléments étrangers sur le territoire et ces personnes-là constituent un groupe armé pour l'autodéfense. Il y en a d'autres, par contre, qui sont dans pratiquement dans des guerres tribalo-ethniques. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, en fait, il y a de cela 20 ans, avec, par exemple, la guerre civile qu'il y a eu en Ituri entre l'UPC, FNI et consorts. C'était vraiment des guerres vraiment tribalo-ethniques. Et les choses, malheureusement, ont évolué. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une situation où on ne sait pas ressentir vraiment la présence de l'autorité de l'État. Il y a de cela quelques mois, quand Codeco a recommencé à frapper, depuis 2017 par exemple en Ituri, vous arrivez dans un territoire, je donne un exemple, dans un territoire comme celui de Mahagi, où il y a plus de 4 millions d'habitants, mais il n'y a même pas 10 militaires. Il n'y en a pas. Dans tous les territoires de plus de 4 millions d'habitants, il n'y a même pas 10 militaires. Et ce cas comme ça, il y en a partout à travers la République. Et vous retrouverez dans des coins comme ça, où il y a des jeunes gens qui... Vous en parlez avant l'état des sièges ou pendant l'état des sièges? Même pendant l'état des sièges. Et même avant, c'était comme ça. Donc rien n'a changé. Et même sous l'état des sièges, quand il y a par exemple agression, bon, on envoie une vingtaine, une trentaine de militaires, mais qui n'y vont pas pour rester. Non, 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 non. Ils y vont après le massacre et puis après ils repartent. Mais la population reste elle-même seule, abandonnée à son triste sort. Ça, c'est un fait qu'il faut vraiment relever. Alors, pour revenir très rapidement dans notre thème, dans notre sujet de ce jour, entre les recours à la force ou à la diplomatie. Le mal congolais ou le mal africain, c'est qu'à chaque fois, le régime qui vient fait tabula rasa de ce qui a été fait. En principe, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération d'Addis Abeba, qui a été signé par les chefs d'État le 24 février 2013, avait déjà parlé de tout cela. Et vous verrez même parmi les résolutions qui étaient retenues pour la RDC, il fallait notamment, je vais en citer deux, il fallait notamment faciliter la décentralisation. C'est une chose qui a été faite. Nous sommes passés de 11 provinces à 25 provinces. Pour ne pas parler de 26, parce que Kinshasa, c'est une ville, mais qui a rendu une province. Et il y a autre chose, la mise en place du mécanisme de suivi de l'accord. De l'accord cadre. Exactement. Ce sont des choses que la RDC, à son temps, avait déjà appliquées. Mais aujourd'hui, je ne sais pas condamner directement le régime en place. Mais c'est quelque chose que nous Après, voyons. ça ne date pas du régime en place. Hein. Exactement. En fait, moi, je ne voudrais pas revenir sur l'historique parce qu'on risque de prendre tout le temps dans l'historique au lieu de parler de l'actualité. Alors, nous avons vu l'État signer cet accord avec notamment Kagame qui a signé en personne, Yoweri Museveni en personne, le Kenyan, le Tanzanien, les Zimbabwéens, le Zambien, pardon, le Centrafricain, tous ces présidents ont signé, même Congo-Brazzaville, tous ces chefs d'État de ces pays-là ont signé cet accord cadre. C'était pour notamment instaurer ou alors avoir une mainmise, c'est-à-dire instaurer la paix au niveau de la région et plus précisément au niveau de la RDC. Alors, je dis ceci. Déjà en 2013, nous avions signé cet accord. Après, qu'avons-nous vu? Quand il y a eu résurgence de M23 et consorts, nous ne sommes plus passés par la diplomatie. Nous avions frappé. Même en 1999, on avait signé des accords. Et c'est ici le lieu pour moi de saluer la mémoire du colonel Mamadou Ndala, qui était arrivé, qui avait mis fin au M23. Et la résurgence de ces M23, quelques années à l'aventure du M23. Ouais.
Hein? Et cette résurgence, du M23. exactement, cette résurgence de M23 quelques années plus tard, et on a un président qu'on appelle d'un pays frère qui nous appelle à la négociation. En fait, même pas à la négociation, mais au pourparler. Parce que ce qui est sûr, c'est que autour de ce qui se passe aujourd'hui en Nairobi, on ne sait plus nous situer. Sommes-nous dans une négociation qui soit doit être une médiation, une facilitation, parce que le Kenyan parle de la facilitation. Mais nous, gouvernement, en fait, pas moi, je m'excuse, mais le gouvernement de mon pays, la RDC Congo, la RD Congo, parle de la consultation. Là encore, c'est un problème. C'est inquiétant. C'est inquiétant. On parle de la consultation. La consultation, c'est exactement le sondage. On va demander l'opinion sur quelque chose. Voyez-vous. Mais alors, pour quelle fin maintenant? Pour quelle fin? C'est comme ça que moi, je pense qu'au stade actuel où nous sommes arrivés, j'ai joint ma voix à celle de Pascal, qui disait qu'à l'interne, on devait travailler pour constituer une armée à la hauteur des défis auxquels fait face notre pays. Quand j'étais tout petit, j'ai vu Museveni. Museveni n'a pas hérité d'un pays où il y avait la paix. Son pays était pratiquement divisé à deux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé tout son temps à travailler le côté où il y avait la paix. Et là où il y avait la guerre, il a repris après en faisant quoi? En constituant d'abord l'armée. Et quand il est parti attaquer les rebelles, de l'autre côté, il a laissé simplement la police. Et il est parti, et il a frappé les rebelles. C'est ce que nous, on pouvait faire. Aujourd'hui, on peut prendre toute l'armée, parce que généralement, le côté ouest de la République, c'est un côté plus ou moins paisible. On ramène les militaires du côté est du pays, tous les corridors, en partant du nord-est, donc de l'Ituri, jusque même au niveau de l'ex-Grand Katanga, afin de faire face à ces groupes armés. Parce que à l'est du pays, depuis même l'université, on nous disait que c'est né le secret de Polichinelle, du fait que les Rwandais ou alors les Tutsis ont toujours voulu créer ce qu'on appelle les Tutsi-land à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que vous verrez que du côté des Rutshuru, du côté d'Uvira, il y a toujours des guerres. Et aujourd'hui, par exemple... À qui profite tout exactement. ça? Et aujourd'hui, fait pour mériter cela? Non, mais après autant d'années, nous continuons excusez Nito. C'est choquant. Non. Quel est le problème? À qui profite? Le problème, c'est quoi? Lorsqu'à l'interne, vous êtes divisé, l'étranger profite. Justement, c'est cela. Oui, ça profite à quelques Congolais, profite à quelques Congolais traîtres et aux étrangers. Figurez-vous, le 28 juillet 2003, les conseils de sécurité placent sous embargo la RDC par rapport aux armes. Et on demande par la suite à la RDC, si vous voulez acheter des armes, il faut signaler à la commission de sanctions des Nations. Alors que nous sommes en pleine guerre. Le 29 juin 2021, cette résolution des Nations Unies a été encore une fois de plus renouvelée. Un pays qui fait face à l'insécurité à l'Est, nous devons aussi, nous, Congolais, comprendre les enjeux mondiaux. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Le Congo renferme des potentialités qui sont recherchées par l'Occident. Par les grandes puissances. Même par l'Occident. Surtout pour les armes de pointe, pour tout ce qui concerne le numérique. Nous avons les matières premières ici. Et nous-mêmes, Congolais, des fois, nous sommes distraits. Même quand on regarde le monde politique, trop de distractions. Quel est le problème? Et on renouvelle, le 29 juin 2021, on renouvelle. Alors qu'on nous vante que le chef de l'État a une bonne diplomatie. Il faudra que le chef de l'État demande au Conseil de sécurité de lever cet embargo pour nous permettre aussi, la RDC, d'acheter les armes. Vous êtes attaqués, mais les Nations Unies vous mettent sous embargo.
Mais pour même vous compléter, quand on parle de la diplomatie, c'est une relation entre États. Oui. Cette relation doit se reposer sur une force. Oui. J'aime bien la question de madame. Quand madame pose la question, à qui profite cette guerre? Non, mais je l'ai dit. S'il vous plaît. Je l'ai dit, ça profite. Attendez. Nous Excusez avons... mon frère. Oui. Vous savez, j'appelle un ami. Chanson, non, en fait. attendez, j'appelle un ami qui est à Beni, il me dit, ah, Pascal, oui, mais ce qui se passe ici, quand vanille, le produit qu'on appelle vanille, na cacao, ceux qui battent l'oni cacao, il y a récolte. Donc, mon gars, M23, ADF, dis-moi, bon, posons la question. L'exportation passe par quel pays? Ah, ça. C'est-à-dire que il y a des pays Mais le président l'a dit. Mais les problèmes... qui sont satisfaits. Hein? C'est-à-dire que le problème pour nous, c'est quoi? La solution pour nous, c'est quoi? De créer. C'est ce que j'ai dit ici au début. On va parler des pistes de solutions juste après. C'est la suite dont on est ensemble. Situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Recours à la force ou à la diplomatie. Nous allons, avant vos interventions, cher monsieur, prendre cet élément signé monsieur Giscard Koussima, le directeur adjoint de la presse présidentielle depuis Nairobi, qui fait le point justement pour parler de ces problèmes, de ces sujets qui nous lient ce matin. Les consultations entre le gouvernement congolais et les représentants des rebelles du M23 ont démarré le 23 avril dernier à Nairobi, c'était samedi, mais vous avez réussi à obtenir l'expulsion de la salle juste après l'ouverture de ces consultations. Vous avez réussi à obtenir l'expulsion de la salle des rebelles du M23. Pourquoi? Écoutez, les partis avaient convenu qu'au moment où se tiennent ces consultations ici, les armes devraient se taire. Alors, l'attitude du M23 Makinga était donc incompatible avec la volonté affichée par les chefs d'État à travers leur communiqué. Voilà pourquoi la délégation présidentielle avait exigé et obtenu l'expulsion dans la salle des consultations de ces groupes armés parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils s'engagent dans deux voies qui sont complètement incompatibles. Voilà, selon nos informations, le gouvernement congolais envisage deux issues à ces consultations. Lesquelles? Les communiqués finaux qui a sanctionné les derniers sommets de chefs d'État tenus ici à Nairobi le 21 avril de ce mois étaient clairs. Les chefs d'État avaient pris deux options. La toute première, c'est de donner cette chance à tous les groupes armés locaux et étrangers de procéder à une reddition inconditionnelle. C'était donc le volet politique piloté par le président Uhuru Kenyatta, et faute de quoi, il avait été décidé de passer à l'option militaire. Et il s'agit donc d'une volonté commune qui a été affiché par les 5 chefs d'État qui ont participé à ces sommets de Nairobi. Et il est donc clair que les groupes armés qui ne vont pas déposer les armes seront contraints à les faire par la voie militaire et que la force militaire conjointe comprenant les armées du Kenya, du Rwanda, du Burundi, et de l'Ouganda vont les y contraindre de force. Et si les rebelles du M23 revenaient à de meilleurs sentiments, est-ce qu'ils seront les bienvenus? Mais bien sûr, l'appel avait été lancé à tous les groupes armés locaux et étrangers qui opèrent en République démocratique du Congo. Tous les autres ont saisi cette main tendue du président de la République. Mais nous tenons à préciser ici que ce qui se passe à Nairobi, c'est la matérialisation de la détermination de 5 chefs d'État. Donc, la délégation présidentielle, comme les groupes armés, ne sont pas venus négocier. Ils sont venus pour prendre connaissance de décisions qui avaient été prises par les 5 chefs d'État. Donc, le message est en train de passer. Donc, ils doivent déposer les armes et procéder à une reddition volontaire sans condition. Et c'est donc le message, et la majorité, si pas tous, sont favorables à cette option qui a été prise par les 5 chefs d'État de la East African Community.
Et quand est-ce que ces consultations prendront fin? Bon, il s'agit d'un processus, hein, et les chefs d'État ont voulu que cela se passe le plus rapidement possible, mais comme vous le savez, il y a quelques défis logistiques parce que la plupart des groupes armés doivent sortir de leur maquis, de leur zone d'opération pour joindre la capitale du Kenya. Et c'est ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de groupes armés qui sont encore à Goma en attente d'être transportés ici. Aussitôt qu'ils seront tous là, on va donc passer le message, on va les entendre et puis passer par la suite. Donc il s'agit d'un processus, il n'y a pas une contrainte temporelle bien précise. Giscard Koussema, merci. Merci beaucoup. Écoutez-nous sur Internet dw.com/français. Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle en direct de Nairobi. Élément fourni par nos confrères de la DW. Alors, votre réaction? Moi, en fait, ce mini-sommet à 5 pays, moi, je me dis, au-delà de tout, la RDC doit imposer la paix dans la partie est de la RDC, parce que c'est notre pays. En quoi faisant? Il y a deux choses, la force et la diplomatie, c'est tout. Et aussi, nous devons organiser, comme je l'ai dit au début, la loi de programmation militaire. On doit voter cela. Je me pose la question, pourquoi ça traîne? Et éventuellement aussi, les conseils de sécurité qui jouent, vous savez, cette histoire ici, des fois, c'est énervant hein, quand on parle de MONUSCO, Conseil de sécurité. Des fois, les pays membres, là, ils jouent à des jeux de cache-cache hein, pour les pays africains. Vous savez, il y a un prof qui m'a fait observer ceci. Il y a une société minière à l'Est, appartenant aux Américains. Depuis que cette société-là est basée dans cette partie-là, il n'y a plus d'insécurité. Oui. Il m'a parlé de Walikale, comme ça, les professeurs. C'est-à-dire quoi? Vous verrez que nous sommes victimes. Les mêmes personnes qui vous invitent à aller en négociation, ce sont eux qui négocient, qui jouent un rôle bizarre contre vous. Donc, nous sommes appelés, nous, Congo, la RDC, à nous organiser et à imposer la paix dans la partie. Et je salue les efforts. Je salue les militaires qui sont au front. Moi, je reçois les images. Venant du front, le lieutenant Jules Ngongo m'envoie les images. Les autres porte-parole de l'armée nous envoient des images pour montrer comment on arrête les rebelles. Et il y a un élément. Là, je m'adresse au président de l'Assemblée nationale. Nous sommes un pays, nous sommes la population congolaise. Quittez les groupes armés. Donnez-nous, citez les noms de tous ces politiciens qui sont dans cette affaire ici. Pourquoi l'Assemblée nationale bloque? Pendant un moment que, voilà, il y avait des noms, etc. Pourquoi on bloque? Il y a une complicité de l'Assemblée nationale. Vous connaissez, vous avez les rapports qu'il y a des Congolais, des politiciens, des membres de la société civile qui attisent le feu, qui participent. Il y a des complicités. On a vu. Et ça, il y a Sony, maman. Au moins, maman, qui n'a pas mindu, qui a tenu à Moutou, à Bumbi, pas que le pèse, ça va rebelle. Un Congolais de plus. Congolais, aux Mindu, qui, au pèse, ça va Congolais, pour bien qu'on va Congolais, moussous. Bravo aux militaires. Bravo à ces militaires-là qui ont résisté contre cette maman-là, à Zagna Mindu, qui n'a Moutou, peu Bakangi. Vous savez, hein, moi, je le dis toujours. Cette histoire de guerre dans la partie est de la RDC date de plus de 20 ans aujourd'hui. À un moment, quand on en parle avec douceur parce que on se dit peut-être que c'est pas ma sœur, c'est pas mon frère et ça passe encore. Et aussi, imaginez une seconde, s'il vous plaît, que ça soit votre mère, votre père, votre fils ou votre fille qu'on tue. Est-ce que vous aurez toujours cette position-là? Est-ce que vous serez toujours si calme? Et donc, nous parlons de nos frères, des sangs alors, Madame, qui meurent tous les jours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et c'est là plus de 20 ans. Nous continuons toujours avec ces mêmes discours pour parler, négociation. Alors qu'en réalité, c'est un peu comme on disait tout à l'heure. Oui. Mais qu'est-ce qui manque pour qu'on
trouve enfin une solution assez radicale immédiate et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Et aussi, Qu'est-ce qui bloque? et À aussi, qui profite tout Les ça? problèmes annexes, et aussi, mon frère, Et il n'y a pas de tribunal pénal international non, jusque-là. même pas le tribunal. Le problème annexes, c'est l'État. Ouais. Parce qu'on a pleuré hier, on pleure aujourd'hui, Madame, et on va certainement pleurer après-demain. Madame, Mais ils ont jusqu'à réussi, quand, enfin? ils ont réussi à mettre l'État congolais. Bon, excusez-moi, c'est une conception. Hein, je peux le dire même en lingala. L'État congolais a l'État pas en racine. Ouais. C'est en fait ça, c'est une fiction. Notre État, c'est un État fantôme. Pourquoi je dis que c'est un État fantôme? L'organisation la bonne organisation étatique commence au niveau de la base. Ces histoires-là, parce que la RD Congo, c'est un pays continental, c'est au niveau de nos territoires. Il n'y a pas l'État là-bas. Il n'y en a pas. L'État n'est pas au niveau de nos territoires. L'État est absent. Mais quand on attaque, quel est le chef? Quelle est l'organisation étatique qu'on a mis en place? Il n'y en a pas. Depuis 2006, on devait organiser les élections municipales pour mettre l'État au niveau de la base. Mais l'État est absent. On a fait 2 cycles électoraux. En 2011, on a organisé les élections. Mais on n'a pas visé la base. Mais c'est là où on attaque des Congolais. En plus de cela, combien de fois, moi je salue la volonté du chef de l'État. C'est vrai que le président Félix a vraiment cette volonté-là. Mais le président, moi ce que je veux vous dire, hein, entre États, la règle est d'abord la force, l'exception est la diplomatie. C'est-à-dire quoi? Nous là, si on doit défendre la RD Congo, le premier principe sacré, on doit être prêt à affronter les autres. Parce qu'on est toujours là, on encaisse. Qu'est-ce qui empêche à la République démocratique du Congo aujourd'hui de faire peur à ces pays-là? Vous l'avez bien dit, Président. Vous l'avez même souligné que ce sont des pays limitrophes qui servent de base en arrière de ces groupes rebelles. Et on a déjà négocié avec ces présidents-là. On a négocié avec ces mêmes personnes-là. On va encore demain négocier avec eux. Mais quel est ces jours-là? Nous, on va faire peur. Quel est ces jours-là? Nous, on va déstabiliser les autres pour que la paix règne chez nous. Parce que ce n'est qu'à ce prix que nous, on aura la paix. Si on veut négocier, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, quand il y a guerre en Ukraine, tout le monde, j'ai vu dans les statuts des gens parler l'Ukraine, on est contre Poutine, on est contre Poutine. Mais ce qui se passe à l'est du Congo, c'est comme si à l'est, il y a des chameaux, il y a des poules et des coqs. Ouais, quand ces gens-là, même pas la communauté internationale, il n'y a même pas de bandes rouges là dans des médias soi-disant internationaux, comme France 24, excusez-moi, je ne voulais pas citer les noms, parce que quand on parle de la question étatique, nous devons prendre ça en jeu. Et même l'attitude au niveau de notre capitale. Aujourd'hui, les gens fêtent. Qu'est-ce qu'on discute aujourd'hui? On discute les élections. Mais il y a l'absence de l'État, il y a les territoires qui est menacé. Au lieu de se mettre d'accord, on sera d'accord dans le fichier électoral. Vous voulez faire ces fichiers électoraux quand on va couper une partie de la RD Congo. Vous allez faire ces fichiers électoraux. Vous allez faire ces fichiers électoraux quand il n'y a pas une force, bien il n'y a pas une organisation qui accompagne l'armée. Donc on doit se fâcher un moment. Président, il faut vous fâcher un moment parce que c'est de trop. C'est plus de 6 millions de morts. Qu'on cite le nom de tous ces là-bas, c'est rien. Ceux-là qui sont dans les groupes armés. Et ils sont connus. Plus de 6 millions de morts, c'est de trop. C'est-à-dire on en a marre. Et figurez-vous. Si, et seulement si, ces négociations ici, on a une conclusion. Et qu'on revient, on voit encore ces gens-là. Parce qu'on voit de l'autre temps, ces pays limitrophes-là développent du point de vue économique. Il y a des sociétés qui s'installent là-bas. Oui. Mais ici, chez nous, c'est quoi? C'est quoi la leçon qu'on veut nous donner? On veut nous donner la leçon que eux là-bas, il n'y a pas une organisation. Installez-vous chez nous. Ils ont des matières premières. On sait comment la voir. On sait comment la voir. Quand il y a des désordres la nuit, on tire cette matière. Vous avez ces matières et on a nos téléphones. On a ces sons ici. Chaque jour, on nous promène avec ces sons ici. Et on n'a même pas honte. Ouais. Et on va négocier des histoires pour aboutir à ce que les gens qui ont tué nos frères, les gens ils seront là, ils seront général, ils seront majors. Et ce sont des gens qui donnent des signaux. Il y a le président de l'Assemblée nationale qui l'a dit. Quittez le groupe. Mais il faut les citer. Il doit les citer mais aussi. si tu es président, il faut s'assumer. Hein? Vous êtes président de l'Assemblée nationale, il faut vous assumer. Dites qu'ils sont là, ils doivent quitter parce que la paix du Congo ne peut pas se négocier. Elle doit s'affirmer, elle doit se confirmer. Peu importe la procédure, mais le Congolais mérite la paix. Très bien, merci beaucoup. Joël Velu, ce sera votre mot de la fin directement. Prince Nito. Nous venons de voir sous l'état de siège ici, lors des frappes de la force, en fait des forces de la mutualisation entre l'UPDF et les FARDC. Nous avons vu les résultats sur terrain. Et en même temps, nous avons aussi vu la réaction des Occidentaux
à travers les instances ou les structures présentes ici en République démocratique du Congo, pour ne pas citer la MONUSCO par exemple. Nous avons vu la dame aller voir Museveni pour parler. Donc, parce que ce qui est sûr, c'est que nous tous, maintenant, nous savons que pas de guerre, pas de chop-chop. Et ils sont allés là, et la dame est allée là-bas pour négocier. On a vu que depuis un certain temps, les frappes de la mutualisation s'est vraiment atténué. Alors, il y a une chose qui m'a quand même tiqué. Rapidement, quand c'est pas le chargé de presse de la présidence a parlé de ces pourparlers qui ne sont vraiment pas des pourparlers, mais on invite les groupes armés pour leur faire parvenir les décisions des 5 chefs d'État qui constituent le EAC, qui n'est tout autre que la cessation de guerre à l'est du pays. Mais s'il vous plaît, de vous à moi, ça ne passe pas. Donc, depuis tous ces temps, il faut que les affaires de la RDC puissent se régler en dehors de la République. Or, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, on a parlé de la non-ingérence dans les affaires internes des pays de la région. De qui se moque-t-on vraiment? Autre chose, ce qui est quand même bizarre avec les groupes armés, c'est que contrairement en 2001, 2002, quand le président Kabila arrivait au pouvoir, où il avait trouvé la République vraiment séparée, où il y avait des coins de la République, où il y avait des groupes, en fait, des rébellions qui avaient pour possession 2, 3 provinces de la République sous leur gestion. Mais aujourd'hui, en parlant des groupes armés, le gouvernement sait, ou alors l'armée sait où ils sont localisés. Mais pourquoi ne pas aller les frapper? Parce qu'aujourd'hui, je pense que la meilleure solution, avant la diplomatie, avant le pourparler, avant quoi que ce soit, c'est d'abord la frappe. Le reste des choses viendra après. On sait qu'ils sont logés dans quel coin de la République? Président de la République et votre gouvernement. Prenez l'armée, envoyez l'armée pour qu'ils aillent mettre en déroute ces groupes armés. Parce que très généralement, c'est un peu comme les jeux de ping-pong. Hein? C'est un peu comme les jeux de ping-pong. C'est-à-dire les rebelles viennent, ils frappent et ils repartent. Et c'est seulement après que les FARDC arrivent. Même ce que Pascal est en train de dire, les porte-paroles de l'armée, quand ils envoient les images, mais c'est vraiment le théâtre de chez nous. Non. Parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pendant que les faits se déroulent. Ils ne sont pas là. Nito, je vais vous dire une chose. Ils ne sont pas Vérifiez. là. Attendez. Ils viennent souvent en retard. C'est exactement comme nos entreprises de l'anti-incendie. Non, regardez. Après que la maison. Ça ne sera pas possible de mettre de doter à chaque Congolais un militaire. Ils sont connus. Le vrai problème, c'est quoi? Par exemple le Kodeko Ndjougou. Non, regardez. Ils sont connus. Ils ne prennent pas tout Ndjougou. Non, mais attendez. On sait où ils sont. Attaquons-nous tout d'abord à cette complicité locale. Mais pourquoi Pourquoi il y a cette complicité locale des populations? C'est là où je suis d'accord avec toi. C'est ça le vrai problème. C'est là où je suis d'accord avec toi, Pascal. Moi, je vais prendre les armes, je donne à des gens, à des Congolais, pour s'attaquer à Bénédicte. Non, mais en fait, pour s'attaquer à vous. C'est ça le vrai problème. Un chef, un président d'une institution, tu le maîtrises très bien. Tu as honte de dire ces gens. Mais il y a une question. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Quelques secondes. Nous sommes à la fin. Quelques secondes. Moi, je soutiens l'idée du tribunal pénal international. Nous soutenons les démarches de notre prix Nobel, Denis Mukwege. Nous devons arriver à avoir ce tribunal pénal international. Makila ba Congolais ko tanga ofele boete sans jugement, c'est impossible. C'est inacceptable. En une phrase. Oui, en une phrase. Je souhaiterais vraiment que nous puissions que le gouvernement puisse réformer le secteur de la sécurité. Et c'est très 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 important. En commençant par, comme le disait mon co-débatteur ici, on a vu quand on grandissait, il y avait par exemple le système, je ne sais pas en français comment on appelle ça en lingala, mais il y avait un système qu'on appelait en swahili le Nyumbakumi. C'est-à-dire, il y a un chef, mais qui sait qui entre et qui sort.
Quand il y a un étranger, même quand il s'agit d'un Congolais qui quitte Kinshasa, mais qui arrive dans un coin, on sait l'identifier. Et ça, c'est très important. La réforme du secteur de la sécurité, et cela à tous les niveaux, est très, très, très importante. Très bien, merci beaucoup, Prince Nito. C'est juste, c'est fort en fait. Je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut imaginer que c'est ton frère ou que c'est ta sœur, ton fils, ton enfant ou ton ami avec qui vous êtes super proche qui est mort pour ressentir la douleur de nos frères et de nos sœurs, de nos mères qui se trouvent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et il est temps qu'on se lève par moment, cher chef de l'État, en bon père de famille. Veuillez mettre fin à tout ça. Nous comptons sur vous. Et nous compatissons encore une fois ce matin avec tous les Congolais qui nous suivent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Toko pamoja et tenez prêts, tenez-vous, mais vraiment, soyez forts et comme vous l'avez toujours été. Et voilà, chers téléspectateurs, moi je serai avec vous le mardi prochain ici, 9h30, 11h juste. Aussi à la radio le vendredi, 16h à 17h30 pour le compte de Tanti National. Prenez bien soin de vous.